Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu sensible, la mode et de la façon dont elle est perçue et acceptée dans la société et les espaces publics. Je suis accompagnée de Thelma et de Sarah. Alors cette émission, elle est un peu spéciale car nous recevons une invitée exceptionnelle, Madame la rectrice de l'Académie de Nantes, Madame Katia Béguin. Alors tout d'abord, bienvenue à vous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, je peux me présenter. Donc bonjour, je suis Katia Béguin, je suis la rectrice de l'Académie de Nantes. Et avant d'être rectrice, j'étais professeure d'université, je suis historienne de formation. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On est vraiment très contente de vous recevoir sur Radio. Merci à vous. I am walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. Alors, la mode, on le sait, elle fait extrêmement débat, surtout aujourd'hui, comme il y a 100 ans, en 1920, avec l'arrivée de la mode garçonne. Après la Première Guerre mondiale, entre 1919 et 1929, soit environ 10 ans, ce style emblématique de la mode française, la mode garçonne, s'est imposé. Ce style est né de la volonté des femmes de s'émanciper de leurs conditions, mais aussi de leurs revendications pour l'égalité des sexes. Après-guerre, beaucoup sont veuves et aussi doivent travailler dans des usines, par exemple. Alors, on remonte les robes au-dessus du genou pour la première fois. On porte des blazers Coco Chanel, certaines portent même des vêtements jusque-là réservés aux hommes, pantalons, des vestes, de costumes, cravates, nœuds papillons, casquettes. Les femmes incarnent alors une garçonne libre, tapageuse, féministe, parfois lesbienne. Or, scoop du jour, ça n'a pas vraiment plu. Ça agace, ça choque, ça dérange, mais ça fait bouger les choses. Certains artistes en font des caricatures, comme George Eld et sa chanson La Garçonne en 1923. On avance un peu dans le temps, jusque dans les années 60 et l'émergence de la mini-jupe. Alors là, on est carrément plus dans les années folles. Le style garçonne, c'était il y a 40 ans. L'âge de glace, là, c'est les yéyés, les hippies, Johnny Hallyday. Les femmes ont obtenu le droit de vote il y a 16 ans pendant la première vague féministe, qui était vraiment centrée sur les droits civiques et le droit de vote en particulier. Là, on parle de la deuxième vague, qui s'attaque à l'oppression patriarcale et les femmes revendiquent l'égalité sociale et professionnelle, c'est-à-dire l'égalité salariale, le droit à un compte bancaire, accès légal à l'éducation, le droit de disposer librement de son corps, l'accès à la contraception, l'égalisation de l'avortement, dénonciation des violences sexuelles, la remise en cause du système patriarcal et des rôles traditionnels dans les familles et la société en général. En France, l'arrivée du planning familial en 1960 marque une étape importante avec la lutte pour le contrôle des naissances et l'éducation sexuelle. La loi Neuwirth en 1967 légalise la contraception, mais l'avortement reste illégal jusqu'en 1975. Merci Simone Veil. En 1965, les femmes obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire à leur nom propre et de travailler sans l'autorisation de leur mari. Les années 60 marquent donc un tournant dans les luttes féministes, mais moi j'aimerais vous parler de la mini-jupe, symbole de la révolution sexuelle et de l'émancipation des femmes. Les mini-jupes ont séduit une clientèle jeune et libérée. Avant, la mini-jupe, c'était socialement inacceptable, qualifiée de vulgaire et d'indécente. On accusait les filles de manquer de respect, de détruire les valeurs morales et de provoquer. Provoquer, c'est un terme très important et encore aujourd'hui. Ça fait réfléchir, ça bouscule, ça explose les codes, ça fait changer les choses. Et faire réfléchir, c'est extrêmement important aussi. Je rappelle que beaucoup d'hommes pensaient que violer une femme, c'était pas si grave, voire normal, ou encore qu'elle l'avait bien cherché. Encore aujourd'hui, il y en a qui pensent pareil, minimisent les violences sexuelles et trouvent des raisons. Et aujourd'hui, on en est où ? Encore en 2025, énormément de femmes se font insulter, harceler dans l'espace public, agressées, car elles portent des robes, des jupes ou même des jeans, des pulls. Bon, en gros, tout prétexte est bon à prendre pour les traiter de Tana. Alors Tana, c'est une insulte adressée à une jeune femme de portée équivalente à salope. Elle exprime le mépris en même temps qu'un jugement sur les mœurs. C'est aussi pour cette raison qu'on ne peut pas porter tout ce qu'on veut au collège et au lycée. Une jupe un peu trop courte et hop, retour à la caleçon. Bon, bien évidemment, c'est pas que pour ça. C'est aussi pour nous protéger de l'hypersexualisation du corps de la femme, dont nous sommes témoins et influencés tous les jours à la télé, sur nos réseaux ou dans les magazines, les publicités. L'hypersexualisation, c'est un phénomène qui consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. Une tenue d'élève correcte, et on est toutes et tous d'accord, faite pour travailler. On doit pouvoir courir, descendre les escaliers par exemple. On ne va pas se ramener avec des talons de 10 cm ou en maillot de bain. Or, une robe, une jupe, un crop top, selon moi, nous permet tout à fait d'exercer notre métier de collégienne et de collégien. Alors, une question demeure. Faut-il interdire certains vêtements comme beaucoup d'établissements le font, ou ne faut-il pas plutôt éduquer les enfants et le regard que l'on porte sur le corps de la fille et de la femme ? Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur ça, Madame la rectrice ? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir mon avis. Alors, quels que soient les règlements intérieurs, il y en a souvent dans les établissements, effectivement, sur des tenues qui avaient été qualifiées de républicaines. Ce qui est très important et ce que nous essayons de faire actuellement, c'est justement
de faire bouger le regard sur les choses, sur les femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura, dès la rentrée prochaine, un programme qui sera mis en œuvre, qui, pour le second degré, s'appelle EVARS, enfin c'est l'acronyme, et c'est donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. La partie, évidemment, de la éducation sexuelle, comme on le disait autrefois, c'est quelque chose que l'on fait à partir du collège, mais il y a aussi, dès les années de l'école primaire, le modèle EVAR, où là, c'est juste la vie affective et relationnelle. Donc, c'est en effet quelque chose pour faire changer le regard, les comportements, et apprendre aussi aux jeunes enfants on est maître de son corps, que l'on décide si l'on peut ou pas nous toucher. Donc, il y a déjà, de façon beaucoup plus vague, légère pour des plus petits, ces notions de consentement qui vous intéressent. Donc, on travaille là-dessus parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de comportements, d'évidences du passé. Je pense qu'on peut se dire que c'est ça qui persiste et qu'il nous faut combattre. C'est une partie de l'éducation aussi. D'accord. Et du coup, ce sera sous forme d'ateliers appliqués de la primaire jusqu'au lycée? Ce sont des cours obligatoires. C'est dans le programme. D'accord. C'est justement, et ça englobe vraiment la totalité des aspects du rapport à l'autre, avec, pour les plus grands, évidemment, la dimension aussi, les dimensions sexuelles et du consentement, et donc, évidemment, de la proscription du viol, etc. Et ce sera les professeurs qui vont faire cours ou ce sera des intervenants? Ce sera des professeurs toujours, notamment pour les plus jeunes, dans le premier degré, donc jusqu'au CM2. Et puis après, ce seront des personnes qui sont formées à un nouveau programme. Il y a toujours eu des intervenants, mais là, il y a un programme qui est vraiment très strict, et donc on met en œuvre des formations pour que ça puisse commencer dès la rentrée de septembre 2025. D'accord, merci beaucoup. Et toi, c'est quoi ton avis sur ça, Thelma? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut une tenue appropriée pour travailler, qui ne nous gêne pas, qui ne nous empêche pas de courir ou de descendre les escaliers ou de les monter. Et je trouve que votre idée de cours obligatoire dans le programme est une très bonne idée, parce que ça permet de mettre le point de vue, ou genre d'éduquer les personnes sur ce sujet-là et de leur en prendre conscience. Et je crois que tu avais une question à poser à Madame la rectrice. Nous interdire, c'est pour nous protéger ou nous mettre dans des cases. Alors, vous pensez à tout ce qui est crop top, etc. Non, pas forcément, mais en général. Parce que quand vous pensez aux questions de protection, il y a effectivement ce qu'on dit toujours, justement, dans un mode patriarcal, quand des filles se font agresser sexuellement, quelle que soit la forme de l'agression, c'est à cause de leur tenue. Et vous avez bien fait la nuance tout à l'heure en disant même en pantalon et avec des pulls, pour bien montrer que c'était pas ça l'explication. Du coup, c'est pour ça que je vous demandais de préciser que vous protéger, vous mettre dans des cases. Oui, sur ce fait-là, du coup. Je pense que vous êtes un peu comme la mode, vous faites bouger les lignes, vous. Les filles de votre génération. Moi aussi, j'ai une fille un peu plus âgée que vous et elle serait ravie de vous entendre, je peux vous le dire. Vous faites bouger les lignes comme la mode avec ses côtés émancipateurs. Et évidemment, si vous voulez savoir ce que je pense qu'il faut continuer. Parce qu'il y a encore beaucoup, peut-être la volonté de vous mettre dans des cases comme ça, au nom de la protection. Mais après, les parents, il faut les comprendre aussi. Ils ont toujours envie de protéger les enfants. Et quand je vous dis ça, je pense aussi à mon côté maternel. Mais vous avez raison d'essayer de faire bouger certaines lignes qui sont, surtout quand ce sont des interdits, qui ne s'appliquent qu'aux filles et pas aux garçons. C'est là qu'on a un problème. D'accord, merci beaucoup. Et toi, c'est quoi ton avis sur ça, Sarah? Moi, franchement, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est vrai qu'il faut apprendre à la nouvelle génération, aux garçons autant que filles, à respecter le choix des tenues de tout le monde. Parce que c'est vrai que maintenant, dans notre génération, surtout la nôtre, la plupart des garçons, ils disent leur avis sans penser ce que la victime, elle pourrait en penser. Et c'est vrai que ça peut créer des problèmes, par exemple, d'agression ou encore des problèmes mentaux après. Parce que c'est sûr que ça fait pas du bien d'entendre
des remarques sur notre tenue et sur notre corps. Donc voilà. Et aussi, j'avais une question à vous poser. C'est qui décide si jamais la tenue elle est provocante ou pas? Alors, c'est l'établissement qui a un règlement intérieur. Je regarde le principal en disant cela. Alors, c'est provocante ou c'est indécente? C'est peut-être quelque chose qui est différent. Parce que, je ne sais pas si on vous reproche des tenues provocantes. L'adjectif me gêne parce qu'il y a une intention derrière provocante. Voilà, donc, plus indécente, oui. Donc, alors, ce sont des professeurs qui peut-être peuvent dire oui, non, vous pouvez pas venir habillé comme ça, etc., etc. C'est un sujet qui est un sujet ancien, parfois délicat, mais normalement, ça se passe plutôt bien dans nos établissements. Mais moi, j'ai un autre sujet, j'ai une question à vous poser aussi. J'ai une question à poser aux filles. Alors d'abord parce que le programme, c'était pas le mien, c'est plutôt celui de la ministre Elisabeth Borne. Et la ministre Elisabeth Borne trouve que les filles se censurent un peu trop sur un domaine. C'est leur rapport aux sciences et aux maths. Donc ce qu'elle veut, alors elle a fait Polytechnique, c'est là où il y a le plus de maths. Ce qu'elle voudrait justement, parce qu'on s'aperçoit que très tôt, dès le CP, les filles se disent « Oh ben non, finalement, les maths », et alors qu'elles étaient plus fortes que les garçons au début, elles arrêtent et elles pensent que c'est pas pour elles. Et ce que pense la ministre, c'est que vous vous fermez des voies, puisque vous parliez d'être enfermés dans des cages, vous fermez des voies comme ça, et elle veut absolument que celles-là aussi, ces portes-là, on les ouvre. Qu'est-ce que c'est votre rapport aux sciences et aux maths? Je suis pas la plus forte dans ces domaines-là. Alors ça, tous les élèves disent ça marche pas. Et vous? Moi, je me rappelle que quand j'étais plus petite, j'étais assez douée en maths et que c'est vrai que plus je grandis et plus je m'en écarte et je me dis que je peux rattraper. Par exemple, là, je sais que pour le brevet, j'ai laissé de côté un peu les maths et je vais essayer de m'avancer plus envers histoire géo et français. Mais je me dis qu'en fait, vu que je sais que j'ai pas les capacités, je laisse de côté. Donc, Bon, on va y revenir sur les capacités, parce qu'en fait, c'est plutôt un abandon, c'est pas les capacités. Il y a pas, je pense que si je vous dis qu'il y a un cerveau de garçon qui est apte aux maths et un cerveau de fille qui ne l'est pas, vous allez bondir et vous aurez raison. Donc, mais ça, il faut l'intégrer vraiment. Okay. Et vous, votre rapport au... Elisabeth Borne, quand elle a dit que certaines filles au collège et en primaire se fermaient des voies par rapport aux sciences et aux mathématiques, je ne sais pas si ça se passe vraiment comme ça dans les établissements dans des plus grandes villes ou sur le continent, mais à l'Île-Dieu... dans toutes les... j'ai un grand frère et j'ai une grande sœur. Et les deux exemples que j'ai, c'est qu'ils ils aiment tous les deux les maths, les sciences. Ils sont toujours très intéressés, très curieux. Et dans la classe, je trouve aussi que toutes les filles avec qui je parle sont aussi... même si Thelma se dit pas très compétente en mathématiques, je trouve qu'on est toutes très curieuses et qu'on ne se ferme absolument pas des voies. Au contraire, on essaie d'en ouvrir. Et justement, avec nos professeurs de mathématiques, elles nous font de plus en plus aimer les maths et les sciences à travers les expériences ou même les cours qui les rendent un peu plus ludiques que la normale. Mais c'est très bien. Vous êtes un peu représentatif là aussi d'une tendance où on s'est un peu écarté avec le temps. Mais quand vous dites j'ai pas la capacité, c'est qu'en fait votre intérêt se concentre moins dessus. Voilà, et si un jour vous décidez, les sciences en général, pas forcément les maths en soi, qu'il y a une dimension ludique et une façon de comprendre le monde qui est essentielle, il ne faut pas faire une croix là-dessus. C'est aussi une certaine forme d'émancipation et de ne s'interdire aucun possible parce qu'on est une femme. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'on est toutes très contentes de vous avoir interviewé et d'avoir pu parler avec vous. On vous souhaite une bonne visite du lycée et un bon appétit. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente d'avoir pu vous rencontrer et d'avoir pu échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Bonne journée.